Hello! Aujourd'hui, je me retrouve à l'aéroport de Genève pour une vidéo pas comme les autres. On va découvrir un autre aspect de l'aviation, le contrôle aérien. Skyguide m'a ouvert ses portes, j'ai pu visiter les locaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent et où ils travaillent. C'est super cool. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Oui, chef. Genève, est-ce qu'on peut faire l'amour direct? Alors déjà, comment tu t'appelles? Et puis... Donc moi c'est Damien, je suis contrôleur à Skyguide depuis... J'ai ma licence depuis 2010, en route du coup. Ouais. Donc à l'inverse de Tour Approche, donc je suis un contrôleur en route. Je suis chef de salle depuis le mois de février de cette année. Ouais. Voilà. Le travail principal d'un contrôleur, on peut dire, c'est séparer chaque avion. Oui. Et puis leur donner le moins de trajets possible ou bien... Exactement. Ouais. La première fonction, c'est d'assurer la sécurité du trafic, d'assurer les croisements au-delà des distances minimales légales à respecter. Et la deuxième chose, c'est qu'on assure la fluidité du trafic donc, et l'expédition. Voilà, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le pétrole. Donc si on raccourcit ces avions, ils gagnent du temps, ils gagnent du kérosène, donc tout le monde est gagnant. Donc le but du pilote, c'est pas forcément de demander un direct du coup? Non. Alors, l'espace est très petit chez Skyguide, même si les distances à taille humaine sont importantes. L'espace est très petit et il est très complexe avec Skyguide, Reims et Maastricht. On est au cœur de l'Europe. On a une particularité, c'est qu'on n'a aucun très grand aéroport en notre sein. On a Paris autour de nous, on a Amsterdam au loin, on a les deux grands allemands, donc Francfort, Munich. Ensuite on a les deux Milanais, un peu plus loin Rome, Nice au sud. Et toute l'Espagne. Et en fait, les nœuds se font de façon globale un peu chez nous. L'espace est petit, mais il est gorgé de nœuds, donc la complexité peut être parfois assez challenging. C'est un peu le croisement de l'Europe, il y a tout le monde qui passe par, Exactement, on est sur une double dorsale, donc la première qui fait toutes les îles britanniques vers la Grèce et le Moyen-Orient, en passant en survolant l'Italie. Et l'autre, c'est l'Allemagne vers l'Espagne et le Portugal, qui sont les deux dorsales principales. Donc évidemment, ça croise le matin, ça croise à la mi-journée, et ainsi de suite. Du travail continu en fait. Voilà, continue. Voilà. L'ouverture des aéroports européens, donc à peu près vers 6 h du matin de façon globale, jusqu'à minuit, voilà, de façon globale également. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire contrôleur aérien? Enfin, tu as commencé tout de suite par ce métier ou tu avais un autre métier avant? Pas du tout, je suis tombé là-dedans, mais par hasard, mais par pur hasard. Je suis rentré dans l'armée française. Je voulais être prof de sport. Et en fait, j'ai réussi apparemment des tests d'évitement de vecteurs, très simplistes on va dire, très vulgarisés. Et on m'a proposé ce métier, je ne connaissais absolument rien. Et en fait, je me suis régalé dans ce boulot et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est le hasard qui m'a amené à ça. Qui t'a amené à ça. Donc tu as tout de suite, c'est ton premier métier et puis tu n'avais aucun métier avant. Donc j'ai été contrôleur aérien militaire d'abord, donc au sein d'une tour. En France, avec des avions de chasse, des avions de transport militaires, des hélicoptères. Voilà. Le trafic est très différent, mais l'idée de séparer les avions, de les séquencer, de fluidifier le trafic est la même idée. Et au bout de 5 ans, j'ai décidé de quitter et de tenter ma chance chez Skyguide. C'est sympa. Et un sujet un peu complexe en Suisse, on peut l'avouer, mais quelle est la rémunération qu'on peut espérer avoir quand on rejoint chez Skyguide, vu qu'on est chez Skyguide, après les autres entités, on ne peut pas le décrire, mais chez Skyguide, si on vient et qu'on aimerait être contrôleur en route comme toi et qu'on vient d'arriver, on fait la formation, combien on pourrait espérer gagner? Moi, je vais parler de la formation. Aujourd'hui, Skyguide propose une formation complète de A à Z. Donc, comme disait Damien tout à l'heure, tu peux venir de n'importe quel horizon. Tu peux être ingénieur en turbine nucléaire ou maçon. On t'ouvre les portes. Du moment où tu as ce profil qu'on recherche avec l'anglais, une matu, un CFC ou un bac général pour les Français. Ensuite, on va t'offrir une année de formation à Zurich où on va te rémunérer 4 000 francs par mois et on va t'offrir un appartement ou une chambre dans un campus, on va dire, où les élèves sont ensemble. Ça, c'est la première année où tu vas apprendre, tu vas faire de la théorie 6 mois, du simulateur pendant 6 mois. Là, tu vas avoir un salaire de 4 000 francs. Dès que tu vas rentrer en phase OJT, On the Job Training, avec des coachs, des instructeurs, où tu vas vraiment être tout de suite en live derrière ton radar avec ces personnes qui vont t'apprendre le métier finalement, tu auras un salaire d'environ 5 500 francs avec bien sûr des horaires déjà irréguliers, sauf les nuits parce que en tant qu'élève tu ne peux pas faire de nuit, ça c'est la loi.
Ah ok. Ouais. Mais tu vas varier entre 5005, 6000 suivant le travail horaire que tu fais de soir ou le dimanche ou le jour de Noël par exemple. Ah ouais. Donc ça va un peu varier. Et puis ça jusqu'à la fin de ta formation. Donc tu vas gagner un salaire d'environ 6 000 pendant 2 ans. Ok. En imaginant que la formation dure 3 ans. Minimum. Vous voyez sur les campagnes de pub ou notre campagne de marketing, quand on recherche des contrôleurs, contrôleuses, on parle de 2 ans et demi, 3 ans de formation, c'est le minimum. Il faut vraiment être un super élève pour arriver à faire 3 ans. En général, c'est plus 4 ans. Hein. Ok. Et voilà. Et puis après, dès que tu es contrôleur, que ce soit en route, tout rapproche, tu as un salaire minimum de 80 000 francs par année, Ok. plus une prime de responsabilité qui tourne autour de 20 000 par année, plus les horaires réguliers. Et là, ça va varier totalement. Quelqu'un qui va vouloir travailler, qui est seul, qui est célibataire, on a des horaires, les contrôleurs ont des horaires planifiés de 2 mois en 2 mois, où il y a un planning qui est géré par un service qui gère ça. Après, les contrôleurs, ils peuvent personnaliser leur horaire en échangeant leur tour de travail avec leurs collègues, en respectant, c'est clair, les règles, 12 heures de repos entre des tours, etc. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va travailler 3 dimanches par mois avec 2 séries de nuit, etc., a un meilleur salaire que la mère ou le père de famille qui essaye de changer ses horaires pour être le soir et le matin à la maison, ou le week-end à la maison. Donc ça va être variable. Mais je dirais qu'une première année de licence, à la fin de la formation, on tourne entre 110 000, 115 000 par année, la première année de licence. De licence. Et après, c'est une carrière évolutive. Qui évolue. Tout à fait. Mais ça, Damien, je te laisse en parler. Oui, moi j'en suis à du coup 14 ans de licence et je suis en brut à 200 000 annuels. D'accord. Voilà. Donc on est rémunéré sur 13 mois et oui, en effet, le salaire varie vraiment en fonction des permanences week-end et nuit. Ce qui influe aussi, c'est si on a la qualité de coach ou pas. Donc, quand on est coach, quand on est formateur en salle, oui. on a des primes supplémentaires. En plus. Pour l'investissement, en fait. Voilà. Ouais. Pour transmettre notre savoir aux élèves. Voilà. Ok. Donc en fait, oui, ce salaire qui est excellent, on peut le dire en Suisse, il est aussi par rapport aux responsabilités que vous avez. Quelles responsabilités tu as toi en tant que contrôleur? C'est quoi tes responsabilités principales quand tu t'asseyes derrière ton poste de contrôle? Alors, si je reste très pragmatique, ce que l'on attend de moi, c'est assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Ouais. Ça, c'est une chose. Si je me mets dans le cockpit, ou si je réfléchis à la place d'un pilote, ce que le pilote attend de moi, au-delà de la sécurité, c'est une réactivité en fait. Dès qu'il a besoin de moi, en tant que service, il faut que je sois réactif. Donc je suis présent, il y a une routine, je dirais que 70% du trafic c'est une routine. Donc on a un cadre rigide à respecter, on assure cette sécurité, on assure la fluidité. On a 25-27% du trafic qui est complexe, donc avec des situations qui demandent énormément de réflexion, rapide, et avec une prise de décision qui est ferme. Et ensuite, il y a l'exceptionnel, donc la panne exceptionnelle à bord, au sol, problème médical, et situation, par exemple, fermeture de piste pour déneigement. Et là, on doit assurer. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi devant l'écran? C'est, encore une fois, au-delà de cette sécurité, c'est vraiment de rendre un service du contrôle qui soit le plus efficient possible, mais surtout le plus discret. Le pilote n'attend pas de nous une démonstration, il attend de nous qu'on soit efficace et le plus discret possible. La discrétion passe aussi par le calme de notre voix, et le comparatif que je fais souvent, c'est un professeur qui commence à crier dans sa classe, c'est qu'il perd ses moyens, et les élèves le sentent, et ce qu'attendent les équipages, c'est que le contrôleur reste calme, et ce calme, en fait, on le diffuse, et notre lien avec les équipages, avec les cockpits, c'est notre voix. Donc on parle calmement, même si la situation est complexe, lui ne voit pas ce qui se passe sur notre écran, donc il attend de nous que l'on transmette une tranquillité, et lui à bord se sentira rassuré. Et toi qui pilotes, tu as déjà entendu un contrôleur qui est un petit peu stressé, il communique un peu cette espèce de tension, alors qu'un contrôleur qui est calme communique cette tranquillité. Ouais. On le ressent assez par rapport à l'intonation de la voix, donc c'est vrai que c'est souvent très calme, même dans les situations de stress, et c'est ça qui est assez intéressant. Oui. Et comment tu fais quand tu es derrière ton écran pour rester, pour regarder en étant calme, même si c'est une situation de stress, tu restes calme? C'est quoi tes atouts, tes techniques pour rester c'est une grande gestion de l'émotion. Voilà. Ouais. On parle souvent de stress, moi je compare ça à une hyperconcentration, ce qui est très fatigant, mais on peut comparer ça à rouler sur un périphérique d'une très grande ville, très chargé, mais pas saturé, donc avec énormément de véhicules qui passent à gauche, à droite, des deux roues qui remontent.
Et donc on est focalisé sur le trafic, sur notre navigation aussi. On a tous les sens en éveil et on se doit de garder la sécurité de notre véhicule et des usagers autour de nous. Et c'est cette sensation-là que l'on a à poste. Donc on doit être calme, très concentré. Et ça on l'apprend. Et là on est au milieu d'un simulateur justement. Et le lien est parfait en fait. On apprend aux élèves ici à gérer leurs émotions. On les pousse dans leur retranchement, dans leur dernier retranchement. Et ce qu'on veut voir, c'est pas uniquement leur façon de gérer les conflits, mais c'est aussi leur façon de se comporter eux et de communiquer aux équipages. Est-ce que la situation compliquée va les amener à sortir de leur situation de confort, de leur zone de confort, et de quelle façon? Et on a des élèves qui n'arrivent pas au bout parce que le trafic normal, ils le gèrent, le trafic élevé ou exceptionnel, mais malheureusement, ils n'ont pas ce feeling. Et ce que disait Manu, les gens peuvent venir de tous les horizons et ce qu'on cherche, c'est un profil. On ne cherche pas un CV, on cherche un profil. Un profil. Et parmi les qualités d'un contrôleur, il y a la gestion de ses émotions. On a beaucoup de stimuli visuels, beaucoup de stimuli auditifs avec les équipages, avec le bruit alentour, dans la salle, avec nos collègues qui nous parlent, avec le téléphone. En fait, on doit maîtriser ça. Donc ça, c'est l'une des qualités dans ce métier. On appelle ça, dans le profil du contrôleur recherché, on parle beaucoup de multitasking. Ouais. Le multitasking, c'est pas conduire et téléphoner en même temps. Et voilà, mais on parle souvent, hein, on dit ouais, moi je suis multitâche, je conduis, ça n'a rien à voir. Le contrôleur, il est capable de parler à un avion, d'entendre ce que son collègue lui dit sur un autre avion, d'être pas un peu la tête dans le brouillard parce qu'il y a un groupe de visiteurs de 10 personnes derrière lui avec un guide, et puis un technicien qui vient en même temps lui dire écoute, dans 10 minutes, tu as cet outil qui ne sera pas utilisable parce qu'on fait une maintenance dessus. Ces 4 éléments sont en même temps et il ne peut pas dire à l'un des éléments attends-moi 2 minutes s'il te plaît parce que on me parle là. Non. Donc il réceptionne vraiment tout ça. Ça, c'est le multitâche dans le contrôle aérien. Ça rejoint un peu ça, c'est vraiment le profil qu'on recherche et on les check vraiment aux examens, au simulateur pendant la formation sur ce sujet-là qui est finalement hyper important dans le métier. Donc c'est une grosse partie de la formation, que ce soit chez Skyguide ou les autres entités. Oui. On se focalise beaucoup là-dessus pour qu'ils puissent développer cette capacité-là. Il y a beaucoup de sujets qu'on traite. Moi je dirais que les plus importants dans le métier, c'est le multitâche, ouais. C'est la gestion du stress, la gestion de la fatigue, hyper important aussi, ouais. La perception de ce qu'on ressent, que ce qu'on voit. Il parlait d'émotion. Il ne faut pas oublier que chacun a une perception différente. Et dans une salle de contrôle, il y a 30, 40 contrôleurs qui travaillent ensemble pour la même situation. Ouais. La perception, elle est différente chez tout le monde. Et puis l'estime est aussi très important. On travaille beaucoup dans les facteurs humains. L'estime de soi. Être trop confiant, être un peu à rouler mécanique derrière un radar, c'est pas bon. Mais être aussi un peu en retrait, être non confiant en ce qu'on fait, c'est pas bon non plus. Il faut trouver un juste milieu. Oui. Et ça, c'est des éléments qui sont au recrutement, à la sélection et à la formation très importants. Et on travaille avec des experts en facteurs humains. Et puis les coachs sont formés vraiment aussi pour voir ça. Il y a, comme disait Damien, il y a le job, mais il y a l'extérieur du job. Et l'extérieur du job, c'est quoi? C'est la personnalité, le comportement de chacun par rapport au trafic, par rapport à la situation. Et on n'a pas très bonne pub dans le contrôle aérien au niveau de la réussite ou de l'échec d'un élève, parce qu'il y a des limites que certains ne peuvent pas dépasser. Damien, il forme un élève jusqu'à un certain niveau. S'il n'arrive pas à dépasser ce niveau, au fond de lui, il va se dire ouais, mais est-ce que je vais avoir confiance en lui si je bosse avec lui un jour en disant j'ai confiance en lui? Non, oui. C'est pour ça qu'il y a des élèves qui passent, il y en a d'autres qui ne passent pas, parce qu'il y a un moment donné où on n'est pas sûr qu'il arrive à gérer un trafic par rapport à son comportement. À son comportement. Et par rapport à la totalité, donc le nombre d'heures que vous faites et le niveau de stress que vous pouvez avoir, même si vous restez calme, comment elle est la journée type? C'est combien de temps que tu es à ton poste, combien de temps tu as de pause? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de pauses par rapport au travail que vous faites. Oui. Comment vous gérez ça? Et puis quand tu as tes pauses, comment tu peux faire pour déstresser tout simplement? Qu'est-ce qu'il y a comme outil à disposition pour, on se drogue, fallait pas le dire. La journée type, c'est 7h50, d'accord. Okay. Au sein de laquelle on a des pauses qui jonchent cette journée. Donc on a des petites pauses et des plus longues. Ces pauses sont des pauses physiologiques, voilà, qui nous permettent de nous reposer. On a un maximum de 2 heures à poste, au même poste, consécutif, maximum. Au-delà de ça, on devient vraiment illégal, et ça c'est le chef de salle, que l'on a vu tout à l'heure, qui est responsable d'assurer que l'on ne dépasse pas ces 2 heures. C'est une loi, ça. C'est une loi, ok. C'est un vrai cadre légal. Au bout de 2 heures, on peut avoir fait une séance assez calme, assez
très fluide, tout s'est très bien passé. Mais au bout d'une heure, on peut aussi avoir eu des situations tellement complexes avec une météo qui est vraiment défavorable. Il suffit qu'il neige l'hiver, du coup la piste ferme, réouvre, énormément de communication à transmettre aux équipages. Donc au bout d'une heure, on peut être vraiment fatigué. Mais on a un cadre qui va jusqu'à 2 heures. Ce repos physiologique, c'est un peu c'est pas le point négatif, mais c'est le point que l'on doit gérer en tant que contrôleur. Parce qu'on le sait au départ. Voilà. Quand on signe, on sait qu'on signe pour des horaires décalés. Et ces temps de repos doivent être vraiment gérés. Mais les temps de repos au sein de la journée, je vais y revenir, mais aussi après la journée. Pourquoi? Parce qu'on est, Manu vient de le dire, on est aussi des hommes et des femmes. On est des parents, on a des proches, des enfants à gérer. Et parfois la nuit peut être compliquée. Et pour autant, ce que les collègues et ce que nos chefs attendent, c'est qu'on soit 100% fit. Donc à la maison, il y a une gestion du temps de repos, des nuits, de la sieste. On est quasiment tous des pros de la sieste. Faire la sieste très très vite. Et même au travail, j'ai des pauses de 20 minutes. Ça m'arrive d'aller fermer les yeux 5 minutes. Ce sont vraiment ce qu'on appelle des power naps. Ils sont très très bénéfiques. Et parfois, ce n'est pas une question de sommeil. On a besoin de couper. On a croisé des contrôleurs tout à l'heure qui sont allés jouer, ils ont fait une partie de play, ils ont fait un billard, ils ont échangé un café, En fait, on a besoin de couper. Donc l'activité, c'est une chose, on est focalisé, et c'est, pour reprendre le parallèle avec la route tout à l'heure, c'est une fois qu'on est sur l'aire de repos, on ne parle plus du trafic. Ouais. Voilà. On a une autre activité, on marche, on se promène, on va aux toilettes, on boit un café, on fait autre chose. Et là, le cerveau, on le laisse redescendre, on le laisse se calmer pour être prêt pour la suite. Voilà. Donc la gestion des temps de repos, c'est quelque chose qui est très important, qui fait aussi partie de la formation. On travaille en moyenne 20 jours par mois. Ok, ouais. De façon complètement décalée, ça peut être les week-ends, donc je peux avoir mon week-end un mardi et un mercredi. Voilà. Ça aussi, c'est avantage-inconvénient. Quand on est célibataire, avantage-inconvénient, c'est que le mardi et mercredi, temps d'hiver, on peut aller skier, personne sur les pistes. C'est génial, on peut aller faire du VTT quand il fait beau, ça c'est cool. On peut s'occuper de ses enfants, on peut aller avoir l'activité du mercredi avec eux. L'inconvénient, c'est que le week-end, de temps en temps, assez régulièrement, parce que le trafic se passe le week-end, eh bien on est au travail. Donc quand il fait beau, ou quand la neige est superbe, nous on est au travail. Ouais. Tu parlais justement des points un peu dans l'aspect négatif, positif. Globalement, selon toi, qu'est-ce qui est le plus positif à être contrôleur et qu'est-ce qu'il y a comme aspect possiblement négatif en plus par rapport aux heures qui ne sont pas toujours les mêmes? Alors, pour moi, le point positif, c'est que je trouve qu'humainement, c'est très très gratifiant. En fait, on fait partie d'un rouage dont on parlait tout à l'heure, donc il y a les équipages, il y a tous ces gens en coulisses qui travaillent le flow, les gens à l'aéroport, les Eurocontrol, tous ces gens font partie d'un rouage dans l'ombre, en coulisses, et c'est faire partie de cette mécanique en fait. Et on a la sensation du travail accompli, et tout simplement quand le trafic est fluide, que tout s'est bien passé, on a parfois des remerciements des équipages, vous voyez, je ne l'invente pas. Oui chef. Et on est toujours en interview. Merci, à tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est le chef qui s'inquiétait de savoir où on en était. Voilà. Mais voilà, on peut continuer. Et je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Donc gratifiant que c'était un rouage, tu disais. Voilà, c'est très gratifiant, donc on assure la sécurité, la fluidité. On a parfois un merci des équipages quand la situation était compliquée. Oui. On leur a proposé des solutions, ça peut être des turbulences. Aujourd'hui, ça turbule un petit peu sur les Alpes, on est en train de changer de météo. On avait plusieurs jours où il faisait très beau. Là, la situation se gâte un peu en Europe, donc ça amène des conflits de front, tout ça. Donc ça turbule. Et qui dit turbulence dit inconfort à bord, donc beaucoup de communication, donc on trouve des solutions pour les équipages. Et de temps en temps, un merci ou un félicitations ou bonne continuation, à tout à l'heure. Voilà, c'est toujours gratifiant. Donc on fait partie de cette équipe, mais on n'est pas mis en lumière en fait. On ne cherche pas du tout la lumière, c'est pas du tout notre motivation le matin ou l'après-midi, peu importe le chiffre. C'est pas du tout ce que l'on vient chercher. Et pour moi, le seul côté négatif, je dirais, c'est la gestion du physiologique. Ouais. Parce qu'on ne dort jamais à la même heure, on ne mange jamais à la même heure, donc on a une gestion un peu sportive. Un peu sportive. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, on va prendre Skyguide comme exemple, si s'est passé quelque chose, un accident grave où il y a eu quelque chose qui s'est passé, est-ce que Skyguide met en place des outils pour aider la personne concernée, par exemple avec des psychologues ou... Oui, alors même avant le psychologue, Skyguide fait partie des compagnies qui ont vécu l'incident et l'accident le plus tragique de l'histoire, donc à savoir une collision en plein ciel. Oui. D'accord. Donc évidemment, la société a énormément appris de cette situation. Qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a appris à gérer toutes les particularités techniques, mais également humaines.
Donc avant l'incident, mais aussi après l'incident. Qu'est-ce qui se passe après? Comment gérer les traumatismes? Un contrôleur qui est traumatisé n'est plus une personne à remettre devant un écran, derrière un écran. Il faut vraiment le protéger, parce qu'on protège aussi tous les équipages, tous les gens qui sont à côté de lui. L'un des premiers niveaux, c'est la communication avec son premier collègue, c'est celui qui est à côté. Voilà. On apprend aux collègues, aux contrôleurs, à communiquer. Je vais pas bien, je suis fatigué, je sens pas cette situation. Voilà, des choses simples, sans que la personne à côté ait une formation officielle. Ça, c'est des choses que j'ai appris avec Manu. Dès que je suis arrivé ici en tant qu'élève, Manu faisait partie d'un groupe de facteurs humains. Il nous a appris aussi à être humble. Voilà, c'était vraiment les cours que l'on faisait. On faisait des cours extra pro, on était en dehors. On a fait la petite anecdote, on a passé un week-end à la montagne. Et donc c'était vraiment, on ne parlait pas d'avion, mais on parlait d'humilité, de qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui se prend trop pour un leader d'équipe, qui domine, d'accord, et à l'inverse, celui qui se sent dominé, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, il y a des choses plus officielles, donc il y a des gens qui sont formés, on appelle ça les pairs. Ça, ce sont des gens qui sont formés, qui sont contrôleurs comme nous, ou qui travaillent au Flow, qui travaillent au Delta, qui travaillent dans tous les départements opérationnels, et ils sont à l'écoute. Pourquoi? Parce que si j'ai un incident aérien, ou un accident, je rentre à la maison, à qui partager ça par à mes collègues? Qui peut comprendre ce qui s'est passé au niveau 350 avec un taux de montée, avec un tel type d'avion, avec une telle compagnie? Ma compagne ou mes proches, mes enfants, ne pourront pas entendre ça parce qu'ils seront perdus techniquement. Donc les pairs sont des gens à qui on peut parler, ils connaissent notre métier, ils connaissent les contraintes. Donc ça va servir à dégonfler un peu la situation. Ça ne se résout pas comme ça, mais ça va permettre au moins de protéger le contrôleur. Tu as des anecdotes en tant que contrôleur aérien? Des anecdotes drôles et puis aussi des anecdotes qui ont été peut-être un petit peu plus complexes pour toi? Quelle anecdote pourrait venir? Je pense que tu en as sûrement vu tous les trafics que tu as par jour, mais... Non, manque pas. Alors, une moins drôle qui me vient tout de suite, évidemment, c'est celle dont je parle. C'est rigolo que cette alarme... Ouais, c'est... Maintenant, c'est une alarme de contrôle, donc c'est quand un avion passe en dessous de l'altitude minimale de secteur, sans avoir été autorisé. Donc voilà, l'alarme, je ne sais pas si ça sortira au micro. Je sais pas si... On entend... Ouais, ça change pas en tout cas. Non, c'est derrière. Ah, c'est peut-être celui derrière. Je sais pas si c'est quelque chose qui se coupe en fait. Je sais pas. Il savait que tu allais parler de ça et il s'est dit faut que j'intervienne. Ouais. Plutôt positif, plutôt très positif. Donc quand j'étais contrôleur militaire, j'ai eu mon premier avion solo, et le tout premier après ma formation. J'ai été lâché et j'ai eu un avion qui faisait un vol technique, donc un vol de maintenance après une grande révision. Et cet avion a fini par terre. Cet avion a eu un problème de commande de vol, donc les deux pilotes se sont éjectés, le pilote et la place arrière sont éjectés. Ils sont vivants, tout va bien. Mais pour un premier avion, donc on a fini avec un crash, une double éjection, un incendie. Ah, c'est un baptême là. Voilà, donc ça met dans le bain tout de suite. Et là on se dit, on ne fait pas un métier comme les autres. Voilà, donc c'était une situation. Voilà, pour la petite anecdote, j'ai revolé avec le pilote qui s'était éjecté. Ok. Voilà, et je ne lui avais pas dit. Et au retour du vol, parce que je pouvais voler dans le métier en tant que militaire, et au retour, je lui ai dit, capitaine, c'est moi qui étais au micro quand vous êtes éjecté. Et du coup, on a débriefé pendant plus de 3 heures sur un événement. Ah oui. Et en fait, on en parlait tout à l'heure. On apprend énormément dans les incidents et dans les accidents. Et on apprend aussi beaucoup l'humilité. Voilà. Parce que tout peut arriver. Et en une fraction de seconde, l'avion s'est mis en piqué. Et la situation était compliquée. Des situations plus drôles, là, j'en ai pas tout de suite. Ouais, c'est des situations de salle opérationnelle. Ouais, c'est des blagues de contrôleurs. Nous, on dit, on a un point en salle qui s'appelle l'AMUR, L-A-M-U-R. Ouais. Et selon la prononciation en anglais, on peut dire l'amour. D'accord. Et donc j'ai eu une pilote française, et en fait elle a fait un mélange de français et anglais, et donc elle demandait une directe, et elle m'a dit Genève, est-ce qu'on peut faire l'amour direct? J'ai dit mais vous pouvez faire direct l'amour, mais ensuite je suis pas quelqu'un de facile, donc voilà, ça l'a fait. On a entendu, elle a appuyé sur l'alternat, donc on a entendu rire, mais voilà, c'est des petites blagues de contrôleurs, des petites blagues d'aéro, et sinon. Après, c'est une ambiance hyper familiale, enfin je dis familiale. C'est très corpo. Voilà. Et tu parlais avant des avantages et inconvénients du métier. Oui. Moi, des inconvénients que je voyais, parce que j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans l'irrégulier, c'était tes collègues de boulot, c'est tes potes aussi à l'extérieur. Ouais.
Il faut vraiment qu'il y ait une symbiose. Hein, et puis là, vous voyez comme il est habillé. Hein, il part en championnat foot avec ses collègues, mais qui sont ses potes. Et on a tous été mariés ensemble, on est tous divorcés, mais voilà, mon ex-femme, elle est contre le tour approche. Quand tu travailles dans l'irrégulier, mais je pense que tu le vois aussi dans le médical, chez les pompiers, chez les flics, tous ces métiers où finalement tu passes beaucoup de temps avec tes collègues. Le mardi, quand tu as congé et que tu vas skier avec qui? Avec tes collègues. Avec tes collègues, aussi congé. Donc c'est un côté qui est assez cool, assez sexy. Puis d'un autre côté, ta vie sociale, elle est en parenthèse de tes amis d'enfance, ta famille, le mariage de ton meilleur ami le samedi. Si tu n'as pas réussi à prendre congé, malheureusement tu fais avec et puis tu essayes de... Donc moi ça me pesait ce côté-là. Vous savez bien départager le moment où on rit et le moment où on est vraiment, ça c'est très vraiment et, concentré. On arrive vraiment, donc là on va passer une semaine dans la région de Bruxelles, on va faire une bringue monstre. C'est vraiment... Mais pour l'anecdote, les gens qui nous voient, qui ne font pas partie de l'organisation, nous disent mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Surtout quand on a la même manifestation pour le ski tous les hivers, qui change de lieu tous les hivers. Et les gens nous disent mais qui êtes-vous? Qui rassemble tous les contrôleurs européens. Tous les contrôleurs européens. C'est une bringue monumentale. C'est comme un spring break, hein. Vraiment, c'est très très fort. Et les gens disent mais vous êtes qui? Et quand on leur dit on est contrôleur aérien, je pense qu'ils planifient leurs vacances en train. Parce qu'ils se disent, mais vous êtes complètement tarés en fait. Mais on lâche les chevaux. Voilà. Ça me rappelle quand j'étais à la fac, j'ai fait quelques mois de fac de sport, j'ai même pas mis une ligne dans le CV. Et quand j'allais faire les soirées avec les médecins, les bios, voilà, ils avaient besoin d'éteindre en fait. Et en fait, c'est ce qu'on va faire, on va couper. Donc à la fois, ça va nous faire du bien individuellement, mais ça va faire du bien au groupe, parce qu'on va créer une confiance. Et quand j'aurai besoin que Hugo, que Valentin soient réactifs et me filent un coup de main, j'aurai pas à répéter. Ouais, ça sera tout de suite. Créer une amitié. Tu vas avoir de la facilité à dire à ton ami, regarde avec celui-là, je suis pas sûr de ce que tu es en train de faire là, en sachant qu'il va pas se vexer. Ouais. Et c'est ça le but. C'est dans un cockpit entre commandant et copie, le but c'est de se dire les choses facilement, au même niveau, et puis pas qu'il y ait de frustration, pas qu'il y ait de qu'est-ce que tu me racontes, Oyo? Tu vois, c'est ce but aussi de ces associations sport, en tout cas chez nous, où on crée de l'amitié, où on crée de la facilité de communication. Parce que quand on travaille dans la safety, la com c'est la base. Hein. Je trouve ça qui est génial côté contrôleur, c'est du coup vous, comme disait Manu, vous connaissez tous, et puis s'il faut dire quelque chose, vous le dites. Là c'est le chef qui dit bon, peut-être une urgence là. Ça suffit, des interviews. Salle de gymnastique du Vatican. Parfait, je suis au simulateur tour, je te rejoins en salle de repos. À toutes. Voilà. C'est bon, la prière est annulée. La prière est annulée. Donc on peut continuer. Ok. ça me fait super plaisir de pouvoir voir comment ça se passe, parce que j'ai eu l'occasion de venir une fois grâce à Ivao, comme on le parlait, mais de voir comment ça se passe de l'autre côté. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et que j'ai demandé à Manu de la faire, parce qu'avec la chance que j'ai de connaître Ivao, j'ai pu demander à Manu, parce que sinon je ne saurais pas comment j'aurais pu passer par là pour demander cette vidéo. Mais de montrer tout comment ça se passe, rien que d'être dans cette pièce c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et de voir comment ça se passe derrière, parce que tu nous as montré ton plan de travail. Moi, derrière mon cockpit avec la vue sur les nuages, je ne sais pas du tout que tu avais... par exemple, la zone militaire que tu m'as montrée, sur aucune carte aéronautique, je ne l'ai jamais vue cette forme-là. Je ne sais pas du tout qu'elle existait. Donc c'est quelque chose qui est assez... c'est super intéressant. Et puis je trouve que plutôt que plan B, il faut que ce soit les deux en plan A, parce que franchement c'est vraiment cool. Je parlais tout à l'heure de la météo qui s'est passée hier. Ah oui, si tu as la photo. Je peux vous montrer, j'avais pris une capture de l'écran. Donc voilà, sur cette carte qui représente donc toute la partie grise, en partie toute la zone de Genève et la zone de Zurich. Voilà. Tout ce qui est vert et bleu représente une densité d'eau assez faible. Les avions passent à travers sans problème. Et plus on approche du foncé, donc le pire c'est le magenta. Donc là c'est une zone qui est absolument impénétrable pour un avion. Donc c'est de la grêle qui est dedans, donc c'est des zones orageuses chargées de grêle. Et un grêlon de la taille d'une balle de ping-pong à 800 km/h, je vous laisse un petit peu imaginer les dégâts. Ouais. Et donc là les équipages communiquent énormément. Donc là on est dans la région, on est au nord de Dijon, donc dans la région de la Bourgogne. Et là on est au sud de Turin, donc toute cette partie-là, et toute cette partie au nord, était à éviter.
Donc on a énormément de communication et là l'échange doit être le plus simple possible, le plus efficace. Et ce que tu disais, c'est que les équipages n'ont pas toujours conscience qu'il y a encore beaucoup de monde à côté dans le secteur et que tout le monde est en train de quitter la route. C'est un peu comme si vous enleviez les glissières de sécurité sur le périph' parisien et que chacun va là où il peut. Donc en fait on perd le guide naturel qui est la route et chacun va là où il peut, pas là où il veut, là où il peut. Et là c'est un peu bazar. Donc on est là pour organiser ce bazar. C'est vrai parce qu'on est dans notre cockpit et puis c'est fou parce que sur l'écran on a l'impression que c'est tout l'un à côté de l'autre, mais quand on regarde depuis le cockpit, on a l'impression que le ciel est vide alors qu'il y a tellement de monde qui est l'un à côté de l'autre et on ne se rend pas compte forcément qu'il y a autant de monde et autant de gestion. Parce que tu disais tu dois appeler 4 personnes pour pouvoir le faire. Oui. C'est-à-dire que c'est toi qui le fais, c'est même pas quelqu'un d'autre qui appelle pour toi. C'est-à-dire que toi, tu parles à la radio, tu prends un téléphone, tu écris une strip. Enfin non, tu n'écris plus de strip du coup parce que tu n'en as plus, mais l'approche écrit une strip par exemple, c'est... Et tout ce temps-là, c'est un temps de silence à la radio. Donc pour vous, vous n'avez aucune idée. Et nous, on sait que c'est un temps de réflexion. Et parfois, on a des calculs à faire. On appelle ça une giglette. C'est un outil de mesure très précis. On doit calculer nos croisements. Et tout ça, c'est un temps de silence. On ne fait pas au hasard. On ne dit pas « j'essaye 5 droites et je verrai si ça passe ». Donc on a un outil de mesure à très longue distance, moyenne, courte et extrêmement courte. Donc c'est un outil de réaction. Mais on ne se base pas sur la réaction de l'outil pour savoir si notre mesure a été bonne. Notre outil nous prévient d'un potentiel conflit. Ça reste une machine créée par un homme. Donc forcément, c'est pas parfait. Et on le voit avec le vent, avec les performances avions. Certains arrivent en croisière, ils accélèrent, d'autres ralentissent. Ils volent avec le cost index. Et donc, en fait, on doit mesurer et chaque situation doit être revue en entier. Chacune. Donc ça fait plusieurs choses à... Voilà. Et tout ça, c'est un temps de silence. On n'a toujours pas parlé. Donc les équipages peuvent se dire, ça a l'air calme. Et puis pourtant, donc on entend un vide à la radio, on parle, mais à côté, on te demande quelque chose, tu es au téléphone en même temps, tu réponds. C'est ça. Non, puis je pense que voilà, multitask. C'est mon conscience qu'un contrôleur peut avoir une vingtaine d'avions en même temps sur la fréquence. Voilà. Bon, c'est pas, tu me diras si je me trompe, mais c'est pas la quantité d'avions sur la fréquence qui fait la difficulté. Tu peux avoir 2-3 avions sur la fréquence et une situation météo avec des zones actives militaires, etc., merdique, qui va te procurer une situation problématique, alors que tu peux avoir 20 avions en même temps sur la fréquence et puis que ça roule, quoi. Si on peut finir cette interview par une question. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un s'il a envie de devenir contrôleur? Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner, envie? Je suis quelqu'un qui est très attaché à ce que les gens vivent leur potentiel et prennent du plaisir dans ce qu'ils font. Et moi, j'en prends tous les jours dans ce que je fais parce que c'est un métier qui est gratifiant, sans être en lumière. Il y a des gens qui aiment ça, nous pas du tout. Donc c'est très gratifiant et ça va au-delà des conditions financières et tout ça. Donc en fait, c'est challenging. On se remet en question à chaque situation, j'en parlais il y a quelques instants. Chaque avion doit être remesuré à chaque fois. Les situations se ressemblent mais ce ne sont pas les mêmes. Donc on doit se remettre en question et on en devient même des exigeants. Les contrôleurs, on est des personnes exigeantes. Mais voilà, on a du recul, on prend du plaisir à ça, on fait partie de ce rouage dont on parlait. Et on est toujours content de trouver des solutions pour des situations compliquées, de sauver des situations, de participer à cette fluidité. Donc foncez et essayez. Je dirais que Damien, c'est la bonne et la mauvaise personne. parce qu'il est très... J'ai peur là. Non, il a une vision générale de son job. Il a quand même une expérience de 15 ans maintenant dans le contrôle aérien. Il a des automatismes, il sait les forces et faiblesses, ses forces et faiblesses aussi. Et puis c'est quelqu'un de zen. Moi je le trouve très zen en fait, très calme, alors qu'il ne l'est pas forcément. Mais c'est vrai, hein. Ça on verra ce soir. Voilà. Sauf à Bruxelles. Mais moi je trouve que dans le job, ou dans les jobs en général avec des horaires irréguliers, c'est ce côté non chiant du job. On disait chaque avion, on les contrôle, la situation est différente. C'est jamais la même chose, tous les jours sont différents. Quand tu arrives au boulot, tu ne sais pas à quel secteur tu bosses, avec qui tu bosses, quelle va être la situation, les mouvements, la météo, les zones actives, parapente, militaire, les situations exceptionnelles, les 25% d'exception. Donc en fait, c'est un jour différent tous les jours.
Et je pense que c'est aussi ça, moi j'essaie de le vendre chez les jeunes. J'entends trop souvent mes potes 7h midi, 1h, 5h en banque, en assurance, tout. Toute leur carrière c'est ça. Puis chez un contrôleur, ça ne l'est pas. Ouais, c'est là. Tu te lèves à 16h pour venir bosser ou à 4h. Tu manges à 10h parce que 10h le matin parce que ça fait plus 5 heures que tu es debout et que tu as faim à 10h. Notre cafette, c'est pas midi 2h. Ouais, c'est... Tu manges à 10h si tu as envie de manger à 10h. Même plus tôt même. Ouais. Donc c'est ce côté challenging, dynamique, non chiant, familial, échange et tout. Et au-delà de ça, moi je dis tout le temps que je ne suis pas passionné d'aviation. Je suis arrivé là par hasard. Par contre, je travaille dans un monde passionnant et je pense que l'aviation est un monde passionnant. Très passionnant. Qui bouge, avec des personnes. Moi, j'adore entendre parler Damien. Oui. Parce qu'il c'est super intéressant. Il explique son job. Il excite. Il est son training. Non, mais il explique son job d'une manière. Moi, j'apprends toujours quand je l'entends parler. J'aime bien parce qu'il utilise des mots, il utilise des termes, il fait des liens avec des situations de tous les jours que les gens vivent tous les jours. Oui. Sur le périph', alors je ne vais pas tous les jours sur le périph' à Paris, mais voilà, c'est des exemples qui sont parlants pour tout le monde et qui peuvent s'imaginer en fait. Ah ouais, ok, c'est ça le job. J'aime bien t'entendre parler, t'expliquer ton boulot, c'est cool. On ne se doit rien, je ne dois pas rien. On va après C'est pas le subordonné de là. Pas du tout. Ça, c'est aussi un truc important. Il n'y a pas de hiérarchie. Alors, j'allais le dire. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y en a une dans un cockpit, il n'y en a pas chez nous. Okay. La seule hiérarchie qu'il y a, c'est le chef de salle. En fait, c'est plus un chef d'orchestre. Il est décisionnaire pour certaines choses. Voilà. Et l'autre point, c'est qu'on ne ramène jamais de travail chez nous. On ramène de la fatigue, comme dans beaucoup de métiers. On ne ramène jamais de travail. Donc, une fois que je suis remplacé, comme me dit Damien, tu rentres, c'est fini. J'ai un temps de repos. Pas de mail, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de tout ça, j'ai pas de valise avec des trucs bizarres, des dossiers à remplir, des choses à signer, des tableaux Excel et tout. Oh, sûrement pas. Déjà que tu dois faire 4 téléphones. Ouais. J'ai un Excel, PowerPoint, tous ces trucs bizarres. Wow. Bon, tu as beaucoup d'autres qualités. Oui, c'est sûr. Beaucoup. C'est ça que je voulais présenter dans cette vidéo parce qu'on voit l'aviation, il y a beaucoup de, comme tu disais Damien, beaucoup de chaînes YouTube qui montrent l'aviation. Et moi je voulais vraiment montrer ce qui se passe derrière parce que dans mes vidéos, comme tu les regardais là, on entend la personne répondre, mais on ne sait pas que c'est Damien ou Hugo ou Clément. Donc c'est ça que je voulais montrer. Et surtout on ne voit pas tout ce que vous avez. Alors là il n'est pas allumé. Oui, il n'est pas allumé. De toute façon là on va retourner à l'approche, on va retourner au Delta. On va vous expliquer les différents postes de travail parce que tout est lié. Ouais. Donc c'est ça que je voulais montrer, tout super. De A à Z. Merci beaucoup. J'étais au salon du Bourget tout à l'heure. Oui. Je connais 2 pilotes. Il m'a dit on verra, je te verrai, je viendrai te voir. Ils ne sont jamais venus. Donc je suis super content qu'il y ait quelqu'un qui montre ce que l'on fait et voilà que ce quelqu'un soit pilote, qui partage ce qui se passe en coulisses. Donc ça c'est top. Ça me fait plaisir comme ça. Je vous montre un peu parce que vous êtes extrêmement important. Sans vous, on pourrait juste rien faire en fait. Donc, oui. Voilà, on est vraiment sur rouage en fait. Sans moi, il n'y aura pas de client pour prendre l'avion. Voilà. T'as raison, exactement. D'ailleurs, nous on prend l'avion nous-mêmes, donc on va nourrir notre rouage tout à l'heure. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes les questions. Merci les gars. Et puis, merci Manu. C'est Damien. Merci. Bienvenue en salle de contrôle. Merci. On est assis ici au secteur en route, d'accord? Plus spécifiquement le secteur L3, qui correspond à une tranche de notre ciel. Le ciel européen et mondial est divisé en de nombreuses pièces de puzzle qui sont toutes malléables, toutes modifiables. Et Skyguide est en charge d'une partie de ces pièces de puzzle au centre de l'Europe. Voilà. Skyguide est une société privée mandatée par l'État suisse. D'accord, et on est en charge de la sécurité aérienne dans tous ces secteurs. Les secteurs sont modélisés sur cette petite boîte et le chef de salle
est responsable d'ouvrir et de fermer les secteurs, d'utiliser le personnel à disposition et de réguler le trafic de façon à ce que ça se passe le plus sécuritaire possible dans l'espace. Voilà, tout simplement. Et puis comment fonctionne du coup ton poste? À quoi servent tes écrans qui sont... Ok, alors on a un écran principal. Le système derrière s'appelle SkyVisu. Alors ma fonction de contrôleur ne me permet pas de développer exactement tout ce qui est derrière. Mais la particularité de SkyVisu en Suisse, comme dans pas mal de pays aujourd'hui, c'est qu'on travaille sans fiche. On n'a plus les strips comme on les a connus, qui sont encore en salle d'approche. On n'a plus les strips, donc tout se passe aujourd'hui à l'écran. On a énormément de fonctionnalités à l'écran. Et une fois que notre secteur est ouvert, donc là, le secteur L3 est dispatché à côté, donc avec le jeu des pièces dont on a parlé. Donc le secteur 3 est géré juste derrière moi. Donc ils ont le même écran et ils n'ont les avions qui apparaissent ne sont que les avions qui rentrent dans leur filtre à eux. Par exemple, tous les avions qui vont survoler leur secteur ne seront jamais en contact et ne seront jamais en apparence sur l'écran. Donc l'écran filtre en permanence. Donc il n'y a que les avions sur lesquels ils s'occupent. Exactement, qui vont être concernés. Voilà. Si je mets tous les appareils qui sont dans le ciel actuellement, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est une chose qui est absolument imbuvable. Voilà. Et surtout en termes d'analyse, vu qu'on travaille avec un stimuli visuel, c'est absolument impossible à gérer. Donc il y a un filtre technique qui est établi, qui est appliqué. Voilà. Donc écran principal, écran secondaire sur lequel on applique des zooms. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir un zoom normal sur l'écran principal et ensuite de pouvoir voir les situations plus loin, par exemple de voir cette Alpine 82 Alpha Tango qui va nous concerner dans quelques minutes et de pouvoir anticiper son arrivée, éventuellement les conflits qu'il va rencontrer sur son cheminement. Ok. Voilà, donc ces zooms-là me permettent de voir l'Alpine sans le voir sur mon écran principal, tout simplement. Sans avoir besoin de toucher en fait ton écran et de rester sur trop ta travailler avec mes zooms, sinon c'est assez inconfortable et je perdrai en fait la notion de distance que je dois appliquer, qui, pour rappel, c'est 5 nautiques et 1000 pieds de verticalité. Voilà, donc là j'ai l'échelle un peu en tête, j'ai l'habitude de l'échelle, donc j'ai une notion de ce que c'est que 5 nautiques à mon écran. Ah oui, parce que si tu zoomes ou dézoomes, du coup ça change. Voilà, je perds mon repère et c'est assez cool. Donc ça veut dire que chaque contrôleur, il a son propre setup à lui. Il met son nom et puis du coup... Exactement, voilà. On a un setup de base qui est commun et ensuite on a des finalités avec des puissances, des clartés sur les étiquettes et l'application de route ou pas. Donc il y a des choses qui sont obligatoires et d'autres qui sont au confort du contrôleur. Ok. Okay. Ensuite, on a toute une liste d'informations météo que toi tu connais du coup en étant pilote. Donc ça c'est typiquement l'ATIS, donc c'est toute la liste d'informations que vous allez chercher sur les fréquences ATIS. Voilà. Donc avec la lettre, les pistes en service, le niveau de transition, le plafond, les visibilités, les températures, les pressions altimétriques. Et ensuite toute cette partie là, ça c'est beaucoup plus relatif à la piste de Genève, le type d'arrivée, la correction altimétrique qui chez nous est très importante par rapport aux Alpes, la piste en service à Lyon, le QNH local et l'activité militaire. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire quoi du coup ces couleurs? Pardon. Par exemple tu dis le centre est rouge. Voilà, alors le centre, si on revient sur l'écran principal, ça me permet d'avoir donc la représentation de l'activité militaire en synthétisé ici, mais ici je l'ai donc cette zone-là, si je clique par-dessus, donc elle va venir en surbrillance, c'est la zone centre. L'armée de l'air suisse utilise une partie du territoire suisse uniquement, bien évidemment, pour s'entraîner, et donc ils peuvent utiliser cette partie-là, mais il y a aussi toute cette partie ouest qui est là et qui est en sous-brillance, donc qui n'est pas active pour l'instant. D'accord. Une zone militaire active est impénétrable, hors cas d'urgence, de météo défavorable, et uniquement après approbation du contrôleur militaire. Ah, donc il faut téléphoner pour... À chaque fois. Et si on ne doit pas, on doit faire le tour avec chaque avion. Par exemple, ce Vueling ici, qui doit aller à Baden-Baden très certainement, à Stuttgart celui-là, pourrait, en cas d'activité en stand-by militaire, pourrait couper, mais là il va faire tout le tour de cette zone militaire. Voilà. Ok. Donc c'est une activité qui est contraignante pour nous, mais qui fait partie de la vie du contrôleur. Exactement. Voilà. D'accord.
tout simplement. Et puis tu as juste des informations par rapport à Genève ou bien tu peux trouver d'autres informations, par exemple Zurich. Alors, je peux aller chercher multitude de métards et de TAF. Okay. Donc là, on a les TAF des principaux aéroports autour de nous. Donc on est à Genève, Zurich, donc tout est codé en lettres ICAO. Oui. Donc Genève, Zurich, Berne, Bâle, Lyon et Francfort qui sont très souvent les plus demandés. Et surtout les plus demandés en cas de conditions météo particulières. Par exemple, l'hiver, Zurich ferme pour cause de déneigement. La situation se complique parce que la neige tombe trop ardemment. Donc là, les équipages nous demandent les météos des terrains aux alentours. Ah, au cas où. Et donc, on doit leur donner les météos. Je peux aller chercher encore d'autres informations. Ah oui, j'ai énormément. Et si je vais dans le query, là, je peux aller chercher vraiment. Là, j'ai plus de 9000, j'ai 8000 et quelques terrains possibles sur la planète. D'accord. Voilà. Je peux aller chercher des informations de météo. Ça, c'était la météo d'hier qu'on a vue qui était figée pendant une seconde. Là, tout à l'heure, je peux vous montrer, j'ai pris la photo d'hier, de la situation orageuse qui était très complexe hier. Donc on était dimanche, week-end de l'Ascension, météo très compliquée, donc on a passé une très belle journée, c'était très challenging. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on prend du plaisir. Et je vous montrerai tout à l'heure un petit peu la densité nuageuse et qui peut être très contraignante pour nous. Et puis ton écran qui est juste ici, te permet de savoir quoi? Alors là, on appelle ça une platine radio. Okay. Donc si vous regardez, en fait, sur cette platine radio, on retrouve quasiment les mêmes éléments que sur la platine des zones découpées. Donc on a L1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ici verticalement, ainsi que INI Nord, INI Sud, INI Est. En fait, cette platine me permet, en cas d'ouverture du secteur, de prendre la radio, parce que chaque secteur a une radio appropriée. Donc là, on est assis au L3, donc la fréquence du L3, c'est 134 315. Pour l'instant, cette radio est couplée ici. Donc, donc là, les contrôleurs émettent et reçoivent sur plusieurs fréquences à la fois. Les pilotes ne le ressentent pas. Pour eux, c'est totalement transparent. Et nous, quand les pièces de puzzle doivent être découpées, là, on peut mettre deux contrôleurs sur cette travée. Oui. Et ils prennent une fréquence, et ils ont en charge leurs altitudes, parce qu'il y en a plusieurs, leurs altitudes avec leur fréquence. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça qu'on peut découpler en fait et prendre le contrôle Exactement. De cette... Voilà. Okay. Le chef décide en fonction de l'activité, on pourra aller voir les courbes tout à l'heure, oui. En fonction de l'activité, de l'ouverture ou de la fermeture de secteur. Donc il joue à la fois avec le staff et à la fois avec l'activité. On peut aller voir si vous voulez. On peut aller voir volontiers. Oui. Allez, on y va. Alors, là on se trouve sur le bureau du superviseur, qu'on appelle aussi chef de car. Okay. Le chef de car est responsable de toute l'activité genevoise, d'accord. Donc l'activité zurichoise est gérée par son homologue à Zurich. La principale tâche du chef de car à Genève, c'est de faire matcher l'activité qui est synthétisée ici par tous ces diagrammes. C'est très vulgarisé, c'est très synthétisé. Ça nous permet de voir toute l'activité. Donc si on s'approche un tout petit peu plus, on était au 3 tout à l'heure, assis au 3. On va avoir des pointes au 3. Cette pointe reste au-dessous de la ligne rouge. Et celle-ci, plus tard, passe au-dessus de la ligne rouge. Cette ligne rouge, c'est une capacité maximum qui a été calculée. Et le chef, donc le superviseur, va devoir ouvrir le secteur 3 pour fluidifier. Exactement, parce que l'activité sur une pièce de puzzle qui est combinée va être trop chargée. Donc on va dégrouper ces deux pièces et placer deux contrôleurs assis là où on était tout à l'heure. Et on peut voir sur l'activité en instantané que là actuellement on est en dessous des lignes. Et dans quelques minutes et dans quelques heures, on devra dégrouper les secteurs parce que l'activité va augmenter. Et c'est à partir de combien d'appareils qu'il faut... un contrôleur aérien peut prendre jusqu'à combien d'appareils simultanément? Alors selon la zone, on peut arriver à des maximums à 20, 21, 22 avions, ce qui représente une charge conséquente. Il faut pas oublier la complexité, donc si on a des nuages dont on parlait tout à l'heure, donc des évitements, de la turbulence, du givrage, ça crée des situations qui sont complexes, qui demandent beaucoup plus de communication, donc du temps. Quand on a beaucoup d'avions, ce qui nous manque, c'est pas vraiment de la place, c'est du temps pour leur parler et recevoir leurs informations, leurs inputs. Donc il faut toujours se garder une marge aussi, parce que tout peut arriver en aviation. Un équipage qui nous annonce une panne technique, médicale à bord, va demander une attention extrême.
et je ne pourrais pas porter cette attention aux autres avions. Si tu en as d'autres qui demandent aussi... voilà, exactement. Donc on ne peut jamais travailler à saturation, donc on se garde toujours une marge pour avoir une attention portée confortable à celui qui demande. Et tu nous avais montré juste avant que tu avais un téléphone parce que tu étais en stand-by. Oui, parce que je vois qu'il y a des téléphones qui sont... un téléphone que j'ai posé là-bas. Donc le téléphone ressemble à ceci. Donc la gestion du staff, le chef de car a tout un nombre de contrôleurs à sa disposition, qu'il établit, qu'il travaille avec des temps de pause, des temps de travail à poste. Et certains d'entre eux n'ont pas besoin d'être à poste immédiatement. Donc on a un téléphone stand-by, donc on est joignable, et on a un temps maximum de réaction pour être à disposition. Ça peut être pour une simple ouverture, dans la continuité de la journée, et ça peut être aussi en cas d'événement. S'il y a un problème. En cas de panne technique, ou un contrôleur qui demande à être remplacé parce qu'il a eu une phase compliquée. Voilà. Okay. Faut pas hésiter, on est là à disposition. Et c'est combien le temps de réaction? Ça dépend suivant la gravité, ou c'est toujours la même chose? Alors ça, on est censé être en salle à moins de 3 minutes, mais selon l'appel du chef, s'il nous dit immédiatement, merci, s'il nous dit immédiatement j'ai besoin de toi, donc là on accélérera le mouvement, et on viendra vite ouvrir le secteur ou remplacer le contrôleur qui en a fait la demande. Okay. Et puis j'ai une autre dernière question que j'ai vue, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de contrôleurs aériens. Il y a combien de contrôleurs aériens qui travaillent par journée ici? Alors, si on s'approche du tour de service du jour, ça c'est vraiment la rotation du jour. Donc on a 4 contrôleurs qui sont arrivés ce matin très tôt, plus le chef qui est derrière nous. Et donc on a, selon la saison, d'accord, il y a un calcul de nombre de contrôleurs nécessaires, et on a entre 30 et 45 contrôleurs par jour qui vont se relayer dans la salle de contrôle. Et là on ne parle que de l'en-route, d'accord, hors approche et hors tour de contrôle. La majorité des contrôleurs, en Suisse, mais aussi en France et dans tous les pays, la majorité des contrôleurs ne travaillent pas dans une tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est la partie visible pour les passagers, pour le public, mais la plupart d'entre nous, on travaille dans une salle de contrôle comme ici. Route. Voilà. Ok. On est au secteur d'approche où on a 3 positions de travail. Avant, on a vu qu'ils étaient en binôme, toujours un radariste et un coordinateur qui travaillent ensemble. Là, ils sont vraiment seuls, dans le sens où ils ont chacun un secteur qui leur est attribué. Sur la gauche, on a tout le final. Donc toutes les arrivées qui arrivent à Genève sont gérées par le contrôleur de gauche. Okay. À droite, on a le départ. Donc ça, lui, il est tout seul à gérer tous les départs de Genève. Okay. Et au milieu, on a le coordinateur qui va un peu faire la place, qui va coordonner un peu avec les deux, et qui va s'occuper des vols spéciaux comme parachute, réga, trucs un peu spéciaux, mais évidemment qui travaillent les 3 ensemble, mais chacun a son secteur. Arrivée, coordinateur, départ. À l'arrivée, on envoie tous les avions qui sont fixés sur l'ILS à la tour, et puis le départ va recevoir les décollages de la tour, puis il va les monter dans les secteurs supérieurs, puis les shooter après dans les secteurs inférieurs, supérieurs qu'on a vu tout à l'heure. Les outils de travail sont les mêmes, à part qu'on a un écran qui est supplémentaire où on voit l'aéroport. Ils sont quand même en direct avec la tour. Ouais. Ces contrôleurs qui travaillent ici, ils ont une autre place de travail. Au-delà que chacun peut travailler à n'importe quelle place ici. Si je prends la contrôleuse qui s'appelle Christy, elle pourrait très bien aller travailler au départ ou à n'importe quelle place de travail. Mais ces personnes-là sont aussi contrôleurs tour. C'est une spécialité, ils sont tour approche. Donc ils ont la place de travail à la tour, à l'approche. Il y a certains tours de travail où ils commencent ici, puis après ils vont à la tour. C'est le truc un peu différent d'ici, c'est qu'ils ont ces 2 positions de travail. Petite question. De Golf Tango Whiskey, c'est vous qui avez modifié au Living Molus? Mountain 37 Lima, report ready to cancel alpha. Ok. Darrow 576, speed 180 rs. Mountain 37 Lima, alpha, cancel, time 0851, QNH 11015. Ok, on se tient en courant. Fox Bravo, appelez Lyon 131 315, au revoir. Merci, vraiment. Du coup, les remontées, comment il sait qu'il parle français ou anglais? Les habitudes. C'est ça? Oui. C'est ça, il a annulé. Il est avec toi, tu le gardes? Oui, je le garde. Top c'est 65 Delta Hotel, bonjour, identify, climb to flight over 190. Je me dis si je dois descendre. Non,
Je mets les slides 259, TD au nord. Le premier qu'ils doivent réduire, c'est le KLM à Maroc. Donc tout ce l'usard, c'est bon. Ça, c'est une bonne idée, ça. Swiss 218 Québec, Descent Flight Level 110. On parlait de scanning avant. Là, il est fait du scanning. Je fais des zooms, mais il regarde un peu. Donc là, je regarde que les arrivées. C'est ça, Je peux voir un peu les flux des arrivées. Et en fait, je peux faire le scanning de la planification des départs ou les passer dans les arrivées. Parce que moi, je peux éviter tous les arrivées. Donc, qu'elles soient au moins gênées par moi. Puis là, ça se passe plutôt pas mal parce que c'est des sorties direction sud-ouest. Puis il n'y a pas d'arrivée depuis le sud-ouest. Air Mountain 37 Lima, changement de fréquence approuvé. Genève fond disponible 126 350. Je pas dit aux Zini. Peut-être tu peux juste les aviser. On va faire. Turkish qui monte 150. Oh, mais ça Ok. Et c'est tout, c'est la piste 22. Il y a les sols militaires actives. Juste là, ils ont un living Molus, mais c'est les Zini qui ont changé de plan de vol. Donc il n'était pas prévu avec le living. Okay, pour l'instant, ils le gardent au-dessus. Peut-être qu'ils auront besoin de descendre un peu plus tard. Parfait, merci. Donc là, évidemment, on discutait avant avec Damien. Philippe, il a fini son tour au départ. Il est en train de regarder où il se trouve. Parce que là, ce qui est différent à l'approche, c'est que le superviseur de l'approche, il se trouve à la tour. C'est lui qui gère un peu la logistique de l'approche. Donc il donne les infos. Là, Philippe, toi, t'es en pause ou okay. Donc là, il a sa pause. Donc, on est venu le remplacer. Il a une pause café ou une pause manger, 20 minutes, 40 minutes. Et puis, c'est Julian qui a repris le lead de la gestion des départs. Vous avez vu, le débriefing, c'est hyper rapide, hyper clair. Cet avion, tac, 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 tac. Il faut que ce soit rapide et clair pour que lui, il ait une image de la situation qui est précise, qu'il puisse reprendre en fait et faire son job. Et c'est la même chose pour chaque position de travail. Pierremont, là il est au départ, mais peut-être que quand il reviendra, il sera à l'arrivée. Exactement. Okay. Peut-être la prochaine fois qu'il va être remplacé, il va aller remplacer l'arrivée. Okay. Ou le PC. Et puis du coup, quand il y a quelqu'un qui est élève, il est tout seul comme... Là on peut voir. Ah ok. Alors il y a l'élève, c'est le coach. Ok. Okay. Donc l'élève, il est suivi jusqu'à la fin de sa licence, jusqu'à la fin de l'obtention de la licence par son coach. C'est pas toujours les mêmes. Il y a des phases d'apprentissage, phase 1, 2, 3. En général, on dit light, medium, heavy traffic. Et puis, plus la formation avance, plus l'élève est seul avec son trafic. Le coach, il est là en réserve. Phase 1 et 2, il est là en cas de complications, il va reprendre le micro, il va dire à l'élève, observe et apprend aussi la façon de contrôler. Okay. Mais en phase 3, il est seul. Ok. Toujours le coach présent. Oui, il est derrière. Voilà, mais... Exactement, là il laisse vraiment travailler seul. Ok. Alors là, on a une approche comme expliquait Manu, avec en gris clair tout ce qui est sous notre responsabilité, la TMA, terminal arrière, du 0 à 15 000 pieds. Aujourd'hui, on opère en piste 22. Donc ça, c'est la piste Saint-Malo que vous voyez là. Là, c'était actuel tour, et donc les avions vont venir s'aligner sur l'axe LS, qui fait une vingtaine de nautiques ici. Vous voyez, on a le contrôleur arrivé, va les mettre les uns vers les autres, avec un espacement très standardisé. Donc un espacement comme ça représente 6 nautiques, environ 2 minutes 20. On a qu'une piste, ça permet de laisser un départ partir. S'il n'y a pas de départ, on peut rapprocher jusqu'à 3 nautiques. Et là, c'est l'axe des départs. Donc, vous avez vu tout à l'heure avec le contrôleur départ qui se charge donc de monter les avions, essayer d'éviter les arrivées, être le plus transparent possible. Donc, quand c'est pas possible, on peut tout coordonner. Chacun connaît le boulot de l'autre, donc c'est assez fluide, assez facile. Et donc il va les établir sur les routes aériennes vers le nord, vers Paris, vers Marseille ou vers les Alpes, enfin vers Zurich, vers l'est. Et puis en haut, du coup, on voit tout ce qui se... Bon, ça c'est un outil très intéressant en effet parce que ça permet justement de voir ce qui se passe sur l'aéroport. Et les départs où ils en sont. Tout ce qui est bleu, les étiquettes bleues, ça va être les départs. Les étiquettes jaunes, c'est les arrivées qui viennent de poser. Et donc là, on voit qu'il y en a un qui s'aligne, on voit qu'il y en a un qui roule, qui est au point d'attente. Dans 15 secondes, il est prêt.
Derrière, il y en a un petit peu après, il sera prêt très rapidement. Là, ça commence à rouler depuis le parking, ça mettra un peu plus de temps. Ça, c'est avec l'expérience, on sait plus ou moins dans combien de temps ils sont prêts. Et donc, on a juste les trous sur l'axe ILS pour que quand ils arrivent au point d'attente, ils n'aient pas trop longtemps à attendre pour pouvoir partir. C'est la spécificité, la problématique d'avoir qu'une seule piste, c'est qu'on doit vraiment gérer ses départs. Après, des fois, il y a la tour qui appelle pour demander des espacements plus grands pour faire des départs ou... Il y a des séquences spécifiques, on va dire, avec par exemple des petits VFR qui vont partir, des hélicos, ou alors des très gros avions qu'on besoin de temps sur la piste avant de partir. Ça, dans ce cas, ouais. Sinon, pour tout le daily business, on n'a pas besoin de... On sait, étant donné qu'on a la même licence que ceux à la tour, on sait ce dont ils ont besoin. Alors ici on est à la place ATFCM. ATFCM c'est un peu en fait tout ce qui est de régulation de trafic, prédiction de trafic. On voit un peu de ce qui se passe au-dessus de notre centre de Genève, les transits et tout ce qui est aussi arrivé départ de Genève. Donc là spécifiquement où on est actuellement, c'est une place qui est basée sur la tour de Genève, donc les départs et les décollages, excusez-moi, les arrivées. Donc ça c'est un outil qu'on appelle ça Cristal, qui nous permet de voir les arrivées, les départs et ce que ça englobe en fait avec la seule piste qu'on a justement au trafic. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas de dépassement, mais si on a quelque chose qui pose problème, on aura peut-être une... Je vais vous montrer, parce qu'on va changer en heure aux 20 minutes et là on verra des problématiques en fait à laquelle on doit discuter avec le chef de la tour pour voir si on fait quelque chose ou pas dû à ces... Soit on a des outils en fait qui nous permettent justement de réguler du trafic, c'est-à-dire qu'on devrait baisser la capacité des arrivées pour englober tout ce trafic en plus. Donc voilà, ça c'est les outils qu'on a. Donc ça c'est pour cette place-là, effectivement, que nous traitons. Voilà, dans cette place spécifiquement, c'est pour la tour. Après, on peut tourner dans une autre place qui est ici, qui s'appelle de l'ATM support. Ici on voit qu'on a un écran radar aussi, mais c'est pour introduire les zones de tir, les zones aussi que les militaires français peuvent nous demander d'activer. Là actuellement on en voit une qui est activée, donc ils nous demandent en coordination avec nous, et nous on les active et désactive ces zones-là. Et aussi, et ça je peux vous montrer, on reçoit ça tous les matins, les matins, la veille, et c'est toutes les activités militaires suisses en fait de la journée, et qui sont introduits dans le système normalement la veille, et ensuite en jour tactique comme on appelle ça, peuvent être enlevés, tout dépend de l'activité militaire, et c'est nous qui sommes en coordination beaucoup avec l'armée suisse en fait, dans ce sens-là. Donc ces zones-là, ce qui pose problème en fait pour les secteurs, c'est que la capacité s'est réduite. Plus il y a d'activité militaire évidemment, moins il y a d'espace pour les contrôleurs pour faire passer le trafic. Donc voilà, ils sont tout contents quand ça se libère parce qu'évidemment ils peuvent faire passer leurs avions à travers le Valais ou comme ça, donc plus facilement. Et nous on fait cette coordination en finalité entre l'écran que eux voient devant le radar et en fait, qu'on appelle ça le hinge. En fait visuellement ils peuvent le voir aussi. Quand on active et désactive, ça leur montre aussi, et eux peuvent contrôler que les informations correspondent aussi, pour être sûr qu'ils ont la bonne information. Donc ici on appelle ça, c'est la place UAC en fait. Donc c'est la place qui nous permet de voir les secteurs supérieurs et inférieurs. Donc on voit en fait, c'est là où le chef de salle a le même outil en fait, et c'est lui qui décide d'ouvrir ou de fermer les secteurs. Ouais. Nous, notre rôle en finalité, c'est aussi de superviser aussi ce trafic-là, de voir avec lui s'il a peut-être pas vu quelque chose ou si lui nous rend attentif à d'autres choses qu'il va ouvrir ou pas, et nous on est justement à contrôler ça aussi. On a la feuille du chef de salle pour voir les possibilités de secteur et qu'il peut faire dans un moment de la journée, qui nous permettent de voir qu'en fait ces petites montagnes, on voit très bien de celle-là par exemple, elles dépassent énormément la ligne, donc voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors il a des outils, c'est soit il peut dégrouper, parce qu'actuellement on est en 34, donc ça veut dire qu'on peut splitter le 3 et le 4, donc on ouvre un secteur, mais ça veut dire qu'on a besoin de 2 contrôleurs de plus pour ouvrir cette problématique. Et si en finalité il n'a pas possibilité de faire quelque chose, alors on voit ces petits carrés bleus qui signifie qu'il y a une régulation qui a été posée. Donc ça veut dire qu'on écrase le trafic en coordination avec Bruxelles, dans le sens que nous on envoie la régulation depuis ici, qui envoie l'information à Bruxelles et qui nous le fait automatiquement de ce que nous on a besoin en fait, et le besoin
de la salle en fait, pour réduire ce trafic, pour qu'il n'y ait pas trop de trafic. Et eux, ils vont dispatcher, ils vont informer en fait tous les centres et compagnies en Europe. Eux, ils vont donner les informations qui vont. En fait, c'est un peu un relais aussi, Eurocontrol. Mais ils gèrent vraiment tout ce planning. En fait Eurocontrol a une vue globale et nous on a la vue locale. Donc évidemment que pour nous, on sait la problématique. Eurocontrol n'a pas l'information qu'on peut peut-être avoir de contrôleurs pour pouvoir libérer et ouvrir ça. Donc, tout ça se base plutôt localement qu'eux n'ont pas cette vue globale de pouvoir le faire. Mais effectivement, comme a dit Manu, alors il y a aussi, mais ça c'est plutôt dans le pré-tactique, tout ce qui est rerouting, c'est des choses qui sont préparées en amont justement pour certains trafics d'été, au lieu de, on sait qu'on va avoir beaucoup de trafic pour disons l'Espagne ou tous ces pays du Sud. Donc peut-être proposer d'autres routes pour éviter ce genre de trafic. Alléger en fait certains secteurs. Et ça c'est le système bruxellois, l'Eurocontrol exactement, que tous les centres de contrôle ont. Avec Bruxelles, et eux en fait ils ne voient pas ça mais ils voient ça en fait, et c'est pour ça qu'on voit cette fameuse ce petit carré bleu que je vous ai montré sur cristal, il est là, en fait, il est effectivement là, et nous quand on parle avec eux, eux voient en fait les mêmes choses que nous en fait avec cet écran là, mais cet outil s'appelle le CHMI, il y en a énormément d'informations, on a des flight lists aussi, si on veut faire des flight lists, disons on va faire un petit exercice. Une petite flight list de Genève pour voir quel avion est régulé. On va voir déjà si ça. Donc comme ça vous pouvez voir plus précisément ce que ça donne. Donc ça c'est le global actuellement. Donc tout ce qui est rouge en fait, là on voit ça c'est les délais créés par les régulations. 33 minutes. Et là, je vois la raison, en tout cas la raison, on met toujours les raisons, ça c'est les régulations, alors il peut y en avoir plusieurs, mais la régulation qui sort la première, c'est la plus pénalisante en fait. Celle qui est qui pose plus grand problème. Mais alors je prends cet exemple de cet avion-là qui a... On va prendre celui-là, c'est plus simple. Tac. Donc je prends les données de ce vol-là, et on voit qu'il est régulé par 2 régulations. Aérodrome capacité et ATC capacité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de contrôleurs pour pouvoir absorber ce trafic-là, donc ils ont dû réguler, et la destination en fait. Donc on voit que ce vol il fait Genève, Amsterdam. Donc on voit que c'est Amsterdam, on fait un petit trait. C'est Amsterdam qui fait une régulation. Exactement. En transit, alors il y a et à l'aéroport. Un secteur et l'arrivée, là on voit très bien. Donc c'est ce secteur-là qui est souligné en blanc, qui montre justement la problématique pour eux qui était la TC capacité, exactement, et la destination aussi d'Amsterdam. Donc voilà. Il peut y arriver aussi qu'on ait des régulations pour certains vols et que des compagnies décident d'annuler pour prendre une autre route pour éviter certains secteurs régulés. Mais là, comme la destination est Amsterdam, à moins qu'il aille à Berlin, il faut passer par la Grèce, mais ça fait un gros détour. Non, mais de toute façon, il devrait aller à Amsterdam. Donc, qu'il aille en Grèce ou pas, il est obligé d'aller là-dedans. Donc voilà, ça c'est ça, et je peux en donner plutôt local qu'on aime bien, c'est Zurich. Zurich régulé. Départ de Genève par exemple. Départ de Genève, on voit que la seule régulation elle est zurichoise actuellement. À la capacité. La capacité à l'arrivée. Donc exactement. Donc les Zurichois ne peuvent pas absorber plus de trafic là. Et après on peut jouer, c'est un super instrument. C'est vrai c'est un instrument que nous on utilise toujours un peu les mêmes fonctions, mais il a énormément de possibilités. Voilà. Alors disons, si je peux donner ce qu'il y a là aussi pour ce vol-là, c'est que comme c'est le même centre de contrôle, donc Skyguide, nous on peut demander à Zurich s'il prendrait ce trafic en plus ou pas. Parce que comme il reste avec nos secteurs, on ne dérange pas, en fait on sait que... Voilà, absorber en fait. Exactement, on peut demander au secteur zurichois, avec nos collègues qui ont la même position en salle de Zurich, s'ils peuvent accepter ce vol en plus ou pas. Et eux nous donneront une réponse, et si c'est bon par l'affirmatif, ils vont téléphoner Bruxelles pour leur demander d'annuler cette régulation pour laisser partir cet avion. En fait. Ok. Ouais.
Bon, là, on a pu allumer le simu, plutôt sympa. On voit un Edelweiss qui atterrit. Donc ici, c'est ceux qui sont contrôleurs du coup tour et approche, j'imagine, qui viennent ici s'entraîner. Et tu peux un peu simuler tout ce que tu veux. Ici, alors, là, on arrive à simuler 90% à peu près du real life, donc de la vie réelle, en simulateur. Ça permet quoi? Ça permet d'amener les élèves à un certain niveau technique, mais aussi à un niveau de gestion personnelle. Donc on a des situations simples, compliquées, très complexes, situations d'urgence, situations d'accident. Donc on amène les élèves à un niveau assez élevé. Mais aussi, certains contrôleurs viennent faire des refresh, donc de temps en temps, ils ont leur licence, mais on les ramène ici et on leur fait une panne de train d'atterrissage, une panne de volet, problème au sol, problème de radio, et on arrive à simuler tout ça, donc à la fois en formation initiale et en formation continue. Les contrôleurs tour approche viennent ici pour se mettre à niveau et garder le niveau. Ok. Donc on arrive à reproduire sur les écrans, c'est un simu très moderne, donc la vue de Genève ici, avec un trafic qui varie selon le thème de l'exercice. Et on peut mettre ce qu'on veut du coup sur les écrans? Oui, on peut mettre les aéroports que l'on veut. Ça permet aussi à Skyguide de former les contrôleurs qui sont sur les aérodromes régionaux. Donc on a Berne, Sion, les éplatures, tous ces terrains secondaires peuvent venir ici pour s'entraîner et garder également le niveau. J'avais pu voir il y a quelques jours, je pense que ça devait faire il y a un mois, il y a un avion qui a bloqué la piste. Non, c'était pas un avion qui a bloqué la piste, je crois que c'était des personnes qui étaient allées dessus, non? Ou je sais plus qu'est-ce que c'était. Alors il y a un avion qui a, par accident évidemment, qui a traversé la piste. Il a traversé la piste et en fait il avait un petit virage à gauche puis droite pour rentrer sur le taxiway. Ah oui, puis il a fini dans l'herbe. Il s'est mis dans l'herbe. Malheureusement, ça faisait 3 semaines qu'il pleuvait. La piste a été bloquée. Il y a eu une 50aine de véhicules, plus d'une centaine de personnes autour. Et le trafic a été perturbé pendant 3 à 5 heures, quelque chose comme ça. Mais là, ça doit être un travail monumental du coup pour... Voilà. Parce que là, du coup, il faut qu'on communique aux compagnies très longtemps en avance, dire que c'est fermé, mais quel est votre plan B? Où est-ce que vous désirez aller? Évidemment, si tout le monde dit je vais à Zurich, alors Zurich va être surchargé. Donc, on essaie de dispatcher. Les compagnies décident des aéroports de déroutement en fonction des contrats qu'ils ont chez eux. Ils ont déjà du personnel au sol qui est formé pour leur compagnie. Et il y a toute une gestion ensuite. Là, dans les dispatchs, ils doivent transpirer un petit peu, je pense, pour réaffréter les avions, créer, préparer les retards éventuels, annuler les vols de fin de journée. Je pense qu'ils doivent transpirer comme nous. Donc nous, la situation elle est compliquée pendant 10-20 minutes ici, ou un peu plus, et puis ainsi de suite. Donc là, on remonte sur les blocs dont tu parlais, et on gère la situation au mieux. Ça a l'air complexe, hein. Mais très intéressant. Alors là, on a un tour de contrôle de Skyguide. Oui. Moi, j'aime bien définir cette position de travail, enfin cet environnement de travail un peu comme le chef d'orchestre de l'aéroport, parce qu'il y a beaucoup de coordination, voire toutes les coordinations qui passent par ici. Okay. On a 3 positions de travail, superviseur, ground et ADC, ou contrôleur tour. Genève Aéroport, c'est une piste, considérée comme la plus longue d'Europe, 4 km, 50 mètres de large. Avec beaucoup de trafic, une petite journée c'est 500 mouvements, une grande journée c'est 630, 640 mouvements, sachant que l'aéroport, la piste est ouverte de 6h à minuit, avec quelques restrictions, par exemple pour le privé c'est 10h, me semble-t-il. Étienne, c'est 10h pour les privés. Privé qui est privé non commercial. Voilà, privé non commercial 10h. Les opérations ici, c'est 3 personnes, 2 personnes la nuit. Si je prends un exemple d'un avion qui voudrait partir, là on voit Liberia qui est en frontale contre l'aéroport. Imaginons qu'il veut partir de Genève. Son premier appel, il va appeler le ground
pour son autorisation. Il va dire, bah voilà, je veux partir de Genève. Le contrôleur ground, il va lui donner 2 informations, la CID, son point de départ de Genève, oui. et puis son SCORC, son code transpondeur. Mm-hmm. Le deuxième appel, il va le shooter à la tour Apron, qu'on voit en face, hein, c'est la tour avec le radar qui tourne sur le toit. Oui. Ça, c'est pas une propriété de Skyguide, c'est l'aéroport de Genève, avec des contrôleurs Apron qui vont gérer tout le trafic de l'aéroport du côté sud, que ce soit avion, bus, gate gourmet, fuel, tout ce qui roule, tout ce qui bouge sur le côté sud de la piste, ça sera géré par l'Apron. Okay. Donc là, en l'occurrence, on est en piste 22, donc au cap 220, direction ouest. On a du vent qui souffle du sud-ouest, donc on décolle et on atterrit toujours face au vent. Donc la tour Apron va amener cet avion en bout de piste 22, au niveau de l'avion avec la queue violette de FedEx. Ouais, là. FedEx, okay, ouais. Il va le re-shooter sur la fréquence tour, contre leur tour. Contre leur tour, son job c'est quoi? Lui il gère la piste. C'est lui le responsable de la piste, qu'elle soit tout le temps dégagée pour décoller ou atterrir. Bien sûr que les avions en approche vont être gérés par les approcheurs, oui. avec qui il va coordonner, on a vu tout à l'heure. Puis il va les faire atterrir et puis il va poser, il va intervertir des départs entre les arrivées. Là on peut voir la prochaine arrivée, hein, les phares dans le ciel. Ouais. Il se trouve à 8 nautiques, 9 nautiques de la piste, donc on le voit sur l'axe ILS. Donc il a le temps, mais on peut voir aussi qu'il n'y a aucun départ de prévu. Hein. Il y a un avion qui est en train de rouler, la TAP. Ouais. Et puis, donc lui, il est vraiment responsable de ça. Et on peut voir un petit jet là. Qui s'aligne. Qui s'est aligné parce qu'il était au parking nord. Ouais. Et là, il va décoller de ce point d'intersection. Et tous les mouvements au nord de la piste, c'est géré par ici. Ground. Ok. Après, au niveau de l'aéroport, hein, le client principal de l'aéroport, c'est EasyJet à 47-48%. Puis c'est clair, hein, on voit en face un grand parking de jets. Mm-hmm. Ici à gauche aussi, un grand parking de jets. Genève est la deuxième base européenne des jets privés. La première étant Paris-Bourget. Oui. Mais ça crée quand même un bon et un grand volume de trafic pour Genève. On peut voir, hein, les outils de travail qu'on a vus à l'approche, c'est les mêmes, sauf qu'il y a un changement qui est assez nouveau ici à la tour. On travaille plus maintenant avec les fiches comme à l'approche. Ah oui, c'est tout. On a les fiches électroniques, on voit à l'écran qui est en droit en face de lui, mais les couleurs restent les mêmes. Tout ce qui est jaune, c'est les séquences d'arrivée, tout ce qui est bleu, séquence de départ. Et on a les couleurs spéciales, le vert, c'est les VFR, et le rouge, hein, les vols spéciaux. Ok, et par vols spéciaux, c'est Rega, ok. Voilà, exactement. Militaire, ok. Hello, Victor, Star Kilo, Roger, number 2. Tu vas expliquer ton poste de travail? Ouais, alors en quelques mots, du coup, bon, Manu a parlé de l'écran principal ici, on a les plans de vol, je peux interagir, je vois qui c'est, quel type d'avion, où il est, sur l'axe d'approche, ce qu'il occupe de la piste, c'est là que je vais interagir. Ensuite, quand je donne une clearance, par exemple j'autorise à décoller l'Air Portugal avec un bout de piste, j'ai cliqué ici, on voit que la clearance s'affiche ici sur l'écran, radar sol, donc, qui va me montrer en vue verticale ce qui se passe sur l'aéroport. Donc là on va décoller. Il va y avoir une détection automatique du décollage. Ça va enclencher un chrono, ça me dira aussi quelle tolérance je peux appliquer sur les avions suivants. 26 on board Juliet, pressing traffic just airborne, wind 1026 knots, 182 clear land. Ici on a l'écran radar air, donc radar air, radar sol. Et je vois ma zone, donc vous pouvez distinguer le lac Léman ici. Non pas le lac de Genève. Juste lac Léman, oui. En gros on va voir ici Nyon qui est par là. Ça vous donne un petit peu une idée de l'échelle. Ok. Là je vais dire au revoir à celui-là, je vais le passer au contrôleur de départ. Je peux avoir des coordinations électroniques comme vous avez peut-être vu en bas. Là je viens d'en recevoir une de la part de l'Apron qui me demande de sortir lui à Echo, donc jusqu'ici, au lieu de là. Est-ce que je peux accepter parce que j'ai rien derrière. Donc ça passe. Typiquement pour lui qui est au nord, c'est un petit, je dois appliquer une séparation tourbillon-sillage qui est un peu plus élevée que si c'était un avion normal. C'est pourquoi j'ai pas la place de le prendre là. Si c'était un avion un peu plus gros, j'aurais pu le prendre maintenant. Mais là je dois encore attendre 2 minutes, ça me laissera pas le temps de le faire avant qu'il les pose. Donc lui il attendra l'espace mensuel. Les écrans d'information météo qu'on a ici à gauche et à droite, avec le QNH, le vent, la visibilité, encore différentes informations sur des occupations d'espace. Des choses comme ça. On interagit aussi avec les barres d'arrêt, donc quand il fait pas beau et quand il fait beau pour certaines d'entre elles. Il y a des barres rouges que vous voyez aussi ici dehors, typiquement là sur Echo. Les barres rouges. C'est nous qui allons contrôler ça, comme toutes les lumières de la piste aussi. La nuit, on va pouvoir les allumer pour
voilà, pour qu'il puisse continuer à voir la piste pendant la nuit aussi. Téléphone, micro pour la radio ici. Ouais. C'est avec ça qu'on va interagir, on appelle les pilotes avec ça, on appelle les collègues avec ça. Et si on a un iPad, c'est pour jouer à Angry Birds. Vous avez fait la blague avant? Non, même pas. Non, c'est avec tous nos manuels et tout ça, ils sont là-dessus. C'est encore un truc Angry Birds maintenant, ça existe encore? Ouais, je crois pas. Non, ça existe plus. Ouais, c'est fini ça. Non. Flappy Bird non plus? Ouais, encore moins. Encore plus. Enfin, tiens, vous pouvez voir d'ailleurs les radars qui nous intéressent ici. Sur l'air nord, là, vous voyez une double antenne, une blanche et une rouge en dessus là, qui tourne. Oui. Et puis Oui. Une blanche là-bas. Oui. Je reste à droite. Ça, c'est 2 radars R. Donc c'est GV1S, GV2S, GV1P aussi. Donc c'est ce qui nous donne ça. Radar secondaire. Voilà, ça c'est ce qui nous donne ça. Primaire, pour ceux qui connaissent, du coup, c'est une réflexion directe. Secondaire, une interrogation et une réponse. Ensuite, les radars qui sont là, celui qui tourne plus vite ici, les pilotes sur la tour MS là-bas. Ça, c'est des radars primaires, mais pour le sol. Ok. Et puis les radars secondaires pour le sol, en fait, on appelle ça la multidéterration. C'est pas une tête qui tourne, en gros, c'est de la triangulation. Je disais, donc tu as cliqué sur DEP, et Ouais. donc c'est-à-dire que là, ça part tout de suite au départ, puis ça imprime la petite strip chez eux, c'est ça? Ouais, presque. La strip, elle a été imprimée au moment où je l'ai pris chez moi avant. Ok. Tu vois, la prochaine fois qu'il y en a un qui passe, je te ferai tout le truc. Mais... Donc, en effet, quand je l'ai appuyé au départ, ça s'est aussi allumé là-dessus, ça s'est allumé chez lui. Comme ça, Ok. lui, il sait que ça va arriver. Et dès le moment où lui, il a accepté chez lui, à ce moment-là, la fiche elle disparaît chez moi. Puis moi, je sais qu'il n'est plus chez moi. C'est aussi important. Parce que si je vois que je l'ai envoyé et qu'il est toujours là, potentiellement il n'a pas réussi à contacter, etc. J'ai appelé pour voir s'il l'a eu. Voilà, donc, dans à peu près, dans tout ce que vous avez vu aujourd'hui, normalement, à quelques exceptions près, c'est un principe de two-step transfer. Donc, un clic pour dire tu contactes et un clic pour l'accepter. Ça, c'est tu les hello number 2. Oui, 161, hello, Roger. J'ai ensuite regardé qu'il soit corrélé ici, donc voilà, il est corrélé là. Donc il est pris en charge par les radars R. Ok. Et puis maintenant, Salima, wind 1403 knots, avec tu clear land. Et maintenant, je vais l'autoriser à passer au contrôleur suivant. Channel 62, can I departure the Benoît? Ça s'est allumé là aussi, donc c'est en transfert. Et puis d'ici quelques secondes, normalement, vous devriez voir, il va repasser tout en vert et la fiche ici va disparaître. Je sais qu'il a appelé, voilà, il a appelé mon collègue, j'ai plus ou moins souci. Ok. Hello, this is 6 Hotel Yankee, Roger. Would you like Bravo as well or full length? Yeah, Bravo, but cabin just need a moment to be ready, 6 Hotel Yankee. So at your convenience, Bravo, full length, report ready. Yeah, Wilco and we take Bravo, 6 Hotel Yankee. Alors lui, il veut partir depuis Bravo. Je vais l'indiquer ici parce que ça me mettra ensuite la bonne autorisation quand je ferai le line-up. Ça mettra qu'il s'alignera ici. Ok. Et puis si la barre d'arrêt était allumée, ça me permettrait d'éteindre la bonne aussi en un seul clic ici. Ouais, ça change pas mal aussi. La météo peut avoir un effet sur les séparations qu'on doit appliquer. Ouais. Parce que là, quand il fait beau, on peut faire une séparation à vue. La séparation aussi sur la piste entre un départ, une arrivée ou deux arrivées, elle dépend aussi de la visibilité. Oui. Et puis si vraiment il fait pas beau, là on se base plus que sur le radar et on doit faire des séparations qui sont plus grandes aussi. Quand il y a une situation d'urgence, que la piste elle ferme, là tu fais quoi? Tu regardes? Non, Puis je regarde. t'as peur? Ah, tu regardes? Non. Ça dépend quelle est l'urgence. La piste est ferme. Par exemple, celui qui s'est retrouvé dans l'herbe il y a quelques mois parce qu'il a oublié de tourner. Ouais. Puis que... Si vraiment, alors, bon, au début il y a pas mal de choses à gérer parce qu'il y a des avions qui sont en finale, auxquels du coup il faut regarder s'il faut mettre les gaz parce que tu sais pas en fait qui est planté dans l'herbe. Donc il faut que tu saches, tu commences à comprendre quel va être l'impact. Il ne faut pas parquer avec hello number 2. Quel va être l'impact sur tes opérations, combien de temps ça va prendre. Initialement tu vas remettre les gaz, tu vois que tu peux pas décoller. Si tu en as un qui est aligné, il va falloir le faire évacuer ailleurs. Il va falloir gérer les diversions, il va falloir gérer ceux au sol, leur dire quelle est la situation parce qu'eux ils vont vouloir savoir quand est-ce qu'ils veulent partir. Oui. Ceux qui ont déjà mis en route aussi, est-ce qu'ils veulent garder les moteurs allumés parce qu'on pense que ça va durer peut-être que 10 minutes, un quart d'heure ou est-ce que ça va durer plus long.
Donc beaucoup d'informations à essayer d'aller chercher et à transmettre. Si vraiment ensuite, là je crois que c'était quand même bloqué pendant plusieurs heures, au bout d'un moment c'est sûr qu'il n'y a plus grand chose à faire à part un pilote qui rappelle de nouveau au sol pour savoir s'il y a des updates. Alors par contre c'est là où le chef il a beaucoup à faire aussi, beaucoup de coordination. Donc ça dépend vraiment du type d'urgence, il y a des urgences qui sont finies tout de suite, un mayday médical par exemple, ou bien, même poser sans flaps, quelque chose comme ça, bon voilà, il déclare en urgence, on va sortir les pompiers, ils ont bien posé, tout va bien, ça se finit assez rapidement. Comment tu fais pour savoir qui c'est qui parle anglais et qui c'est qui parle français? C'est juste t'as retenu? On a des surhommes donc c'est normal. Non, j'ai un petit truc, ici tu vois, je vais mettre French Radio, et puis ça va mettre un petit triangle ici en bas à gauche. Ça je sais lui en français, lui en anglais. Ensuite, tu sais que les Suisses ils t'appelleront toujours en anglais, les idiots t'appelleront toujours en anglais. Les seuls où tu as potentiellement un doute, c'est les Air France. Ouais. Et puis les privés, surtout les Fox, etc. Mais... Ok. Ouais, on se met un petit rappel comme ça. Cette fois, on va faire la démo la conditionnelle qui va devenir normale. Donc, oui, du coup, elle est entourée en violet. Une conditionnelle. Donc j'ai sélectionné la condition, c'est lui. J'ai mis ensuite l'autorisation, donc line-up, ça fait un conditional line-up. Il est en violet, tu vois, c'est loop, conditional line-up. Ah ouais. Donc voilà, il est en stand-by. Et maintenant, ensuite, on va détecter que l'avion passe devant. Ça va passer en blanc. À ce moment-là, la clearance elle est officielle. La barre d'arrêt va s'éteindre. Il y a un petit délai d'affichage sur l'écran, elle s'éteint plus vite que ce qui va sur l'écran. Et à ce moment-là, l'avion ici qui peut s'aligner aussi. Donc on va observer ça. Puis derrière, on va poser avant la question, la distance, les minutes, etc. Là j'ai 2 minutes 20, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut en fait. Synoptique, 169, c'est après 2 minutes 20 comme ça. C'est nickel, on a 2 avions pour pouvoir en prendre un. Peu importe la catégorie. Ouais, normalement avec ça, t'arrives. Sauf si tu as décollé un lourd avant, puis tu as ensuite un light au milieu, là tu n'auras pas tes 3 minutes. Mais là, si j'ai un 777 au point d'attente, je peux l'allumer. Ah ben, on n'a pas observé. Tu oui, ça... vidéo, mais ça va passer. Là aussi, un truc qu'il faut faire attention quand tu décolles, typiquement un PC12 là, t'as un 320 qui est derrière. Donc, cas de remise des gaz du 320. Si lui là, airborne, c'est sûr qu'au niveau des performances, il arrive à beaucoup plus d'énergie. Donc, il faut avoir un plan aussi pour savoir s'il remet les gaz maintenant, est-ce que je le stoppe lui? Est-ce que je laisse aller, je commence à tourner. Et là aussi en fonction des conditions météo, ça va dicter tes choix parce que là je sais que je peux faire une séparation à vue en tournant pour ouvrir mes gaz. J'ai encore la marge. C'est quoi la chaîne? Matt Duffy. Matt Duffy. Faudra que tout à l'heure. J'ai une question. Dis-moi. Quand il neige énormément, et du coup il y a les saches-neige qui doivent passer pour des billets, c'est toi qui coordonne tout ça ou c'est le département? C'est pas nous qui allons demander les chasse-neige en général, donc la piste, si tu veux, elle appartient à l'aéroport. Ouais. On l'utilise, mais la piste elle appartient à l'aéroport. Donc c'est eux qui vont mettre des véhicules qui vont tester. Ensuite, nous les pilotes ils se plaignent de la capacité de freinage, donc on peut transmettre. Mais c'est pas nous qui allons coordonner le fait qu'il faille déneiger. C'est l'aéroport. D'accord. Eux par contre ils vont nous dire voilà, il faut qu'on déneige, il faut tant de temps pour déneiger, quand est-ce qu'on peut le faire? Ou bien ça anime avec ça, wind to 106 knots, 182 km. Normalement ils vont dire voilà, on a besoin de déneiger d'ici tant de temps, quand est-ce qu'on peut le faire, puis ils vont nous organiser un trou. Nous ensuite, le chef il va organiser un trou avec l'approche, il va dire voilà, il faut qu'on ferme la piste pendant 25 minutes. Okay. Est-ce qu'on peut faire ça ou bien on le fait à ce moment-là? C'est un niveau de coordination. D'accord. Je fais la 22, un petit peu dans le cul. Ah non, ça a changé. C'est bon. C'était un petit peu dans ce sens-là, mais on va c'est vraiment juste à remettre.